j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage de recevoir Sébastien Gruas, qui est un ami de longue date, qui est un partenaire parfois. Seb, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu, Sébastien Gruas? Merci de m'accueillir, Lou, sur cette interview sur ta chaîne. Oui, un honneur pour moi aussi d'échanger avec toi. Donc, je m'appelle Sébastien Gruage, j'ai 54 ans cette année et j'ai trois casquettes, habitudologue, préparateur mental pour entrepreneurs et dirigeants et formateur en neuromarketing. J'accompagne et j'aide les entrepreneurs de manière générale vraiment à avoir tous les clients dont ils ont besoin pour bien vivre de leur activité professionnelle. Excellent. Alors, il y a plein de gens qui peuvent venir te consulter. Et je pense, par exemple, à ma communauté, à des gens qui sont des imaginologues, des hypnologues, etc., etc., qui ont des clients et finalement ils font du commerce. Et finalement, ce neuromarketing, ça peut aussi les intéresser. Hein, ça, c'est Bien sûr. la première réflexion. Et puis j'aime bien les trucs en log. Tu sais bien que moi j'ai des imaginologues et donc du coup habitudologue. Ça c'est fascinant. Ça, tu t'intéresses aux habitudes donc. Je m'intéresse à la seule chose qui génère des résultats, qui sont en fait, un résultat, c'est juste la finalité, la conséquence de nos habitudes quotidiennes, dans un domaine ou dans un autre. Si je veux, à un moment donné, changer mon résultat in fine, il va falloir que je déconstruise, que je détricote, en fait, la maïotique de mes habitudes pour venir voir comment est-ce que je m'y prends. Moi, j'aime bien cette question au coaching, comment est-ce que tu t'y prends pour échouer? C'est une très bonne question, effectivement, en tant que coach. Alors, là, justement, on est en début d'année, il y a les bonnes résolutions, les nouvelles habitudes qui vont être prises, etc. Mais on se rend compte, finalement, à chaque année, que les gens sont au même point. Finalement, ces bonnes résolutions, elles vont pas durer longtemps, on le sait tous. C'est quoi le mécanisme, en fait, des habitudes qu'on prend et qu'on ne veut pas changer? Alors, le mécanisme, c'est qu'une habitude n'est qu'une stratégie alors, une stratégie inconsciente pour venir acquérir une récompense, qui est bien souvent aussi inconsciente. C'est pour ça que quand on dit récompense, c'est pas forcément quelque chose de positif en soi. Ça peut être simplement de cesser d'être stressé. Pour cesser d'être stressé, je vais me mettre à boire l'apéritif. Donc cette stratégie, elle est simple, elle est rapide et surtout, elle demande le moins d'efforts possible. Donc ces fameuses bonnes résolutions, qui par définition vont nous demander un effort, ben, on va pas les faire. Pourquoi? Parce que nous décaler de notre habitude automatique, par essence, par nature, ça nous demande un effort. Un effort de réflexion, un effort de réinstaller de nouveaux comportements. Et ces efforts, en fait, le cerveau n'en veut pas. Donc on Oui, voit tout de suite que ça va être compliqué. l'être humain n'aime pas l'effort. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue il y a des années ensemble où toi tu faisais, je sais plus s'il y avait du sport ou des choses comme ça. Enfin, tu étais dans des choses où ça te demandait des efforts et tu dis moi j'aime l'effort. Alors j'aime, encore une fois, la récompense de l'effort. Fondamentalement, dans un instant T, personne aime se faire du mal. Alors, on a tous ce côté maso, voilà, dans les sciences cognitives, on connaît ça, mais personne n'aime vraiment fournir un effort si, de façon assez immédiate, il n'a pas de récompense. Donc, cet effort, celui qui est capable de fournir un effort sans le plaisir maintenant, sait que tout à l'heure, il aura le plaisir. Le sportif dit, ah, qu'est-ce que je me sens bien après la douche. Donc, il est capable de faire son entraînement parce qu'il sait que après la douche, il va avoir un, un envahissement d'endorphines et tout le reste, et il va se sentir vraiment bien. Donc ça, il le sait, son cerveau le sait. Donc il accepte sa mission d'effort maintenant pour mon résultat assez immédiat. Si on prend une bonne résolution, je vais réajuster mon alimentation, je vais me libérer du tabac. Le résultat est complètement incertain et surtout, il est différé dans le temps. Et vu que mon cerveau, il veut un bénéfice immédiat, il ne va pas accepter l'effort au risque de ne pas avoir le bénéfice. C'est pour ça que nous en imaginologie on travaille sur les rêves réalisés et on fait imaginer le résultat et on y met beaucoup d'émotions, etc. pour que les gens aillent vers ça au maximum. Et c'est très puissant parce qu'en fait, on est déjà en train d'expliquer d'une manière inconsciente à son cerveau et de ressentir surtout que il va se passer ça en moi quand je serai là, là où je dis que j'ai envie d'aller. Si c'est
si c'est flou, si j'arrive pas à me le visualiser, à me l'imaginer, je, mon cerveau n'ira pas. Donc ça, c'est vraiment une étape importante que toi, tu maîtrises totalement dans l'imaginologie. C'est vraiment pouvoir créer de l'imagerie mentale, mais aussi du sensationnel, c'est-à-dire de déclencher des sensations pour faire comme si c'était déjà, comme si j'étais déjà dedans. Alors ça se travaille, bien sûr, Alors, mais ça, c'est vraiment un frein inconscient. C'est qu'avant de vouloir modifier quelque chose, je dois vraiment comprendre quelle récompense cachée ma stratégie m'emmène à aller chercher. Toutes nos habitudes sont des stratégies cachées pour aller chercher une récompense. Donc avant de vouloir arrêter de boire ou arrêter de fumer, il faut que je comprenne pourquoi je fume. Mais en termes de bénéfices, en termes de qu'est-ce que ça m'apporte, en bien-être, parce que j'ai un bien-être. Et d'ailleurs, on le voit bien, moi j'ai été choqué une fois de voir une personne qui fumait, tu sais, par la canule, là, parce qu'elle avait un ouais, cancer de ouais, la ouais. gorge. Là, on peut pas dire qu'elle savait pas, on peut pas dire qu'elle n'a pas de problème, parce que bien souvent, en plus, on veut changer nos habitudes alors que rien ne nous demande de le faire. Tout va bien dans notre vie, j'ai 25 ans, je fume, je fais du sport, la cigarette n'a aucun impact sur ma santé aujourd'hui, il n'y a aucune raison que j'arrête de fumer. À part, ça serait bien que je le fasse, on m'invite forcément à le faire, je sais pas, mon compagnon, ma compagne préférait que je fume pas, ce sont un peu des injonctions extérieures, mais j'ai aucun signal d'alerte, j'ai aucun niveau de stress qui me dit qu'il faut que j'arrête maintenant. Donc pourquoi je le ferais? J'ai pas une raison suffisamment forte pour réussir à dépasser cette marche d'effort. Donc, vu que j'ai pas de problème, il n'y a aucune raison que je décide de faire quelque chose de différent. C'est ça. J'étais chez mon boucher la dernière fois au marché et il y a un gars qui achète une énorme côte de bœuf persillée, etc. Et il rigole et il dit oui, mon médecin me dit que j'ai du cholestérol. Et il rigole, il rigole, il rigole et il dit ben bon, je vais bien. Il dit regarde, j'ai pas de cholestérol. Et donc il a emmené sa côte de bœuf et je lui ai souhaité bon cholestérol. Et il a rigolé évidemment parce que c'est pas tangible. On peut nous dire danger de santé, mais on ne l'imagine pas, on ne sait pas Non, du tout ce que ça parce qu'on engendre. le voit pas. Parce qu'on le voit pas. Si on pouvait, alors on sait que la photo sur les paquets de cigarettes ne sert à rien. Ça n'empêche pas de fumer, de voir en fait un poumon défoncé, une bouche complètement attaquée par tout ça. Ça fonctionne pas parce que la personne ne s'identifie pas à ce qu'elle voit. Déjà par protection, elle veut surtout pas que ça soit elle, et c'est pas elle de toute façon. Donc elle peut pas s'identifier. Par contre, imaginons qu'on puisse envoyer une caméra dans mes propres artères et que je vois mon cholestérol. Là, j'aurai l'électrochoc. Là, j'aurai le déclic. J'aurai la véritable raison de passer à l'action. Mais tant que je le vois pas, c'est tellement invisible que je peux pas le croire, que je me dis oui, mais ça m'arrivera pas à moi, je suis en bonne santé. D'ailleurs, je vais dénoncer ou expliquer toutes les preuves que je suis en bonne santé. Comme il a dit, Ouais, je vais bien. Puis après, il y a minimiser aussi euh, le risque. Oui, mais bon, il faut bien mourir de quelque chose. Oui, mais bon ceci. Oui, mais bon ouais, les cela. excuses. Exactement. Toutes les excuses qui nous servent à continuer d'aller chercher notre récompense par cette stratégie-là. Hmm. Donc, ça veut dire que si on parle par exemple d'accompagnement thérapeutique, qui est un bien grand mot, hein, la thérapie, qu'est-ce que c'est? Tout le monde se dit thérapeute aujourd'hui, et c'est un bien grand mot. Euh, il y a des gens qui ne veulent pas aller bien, en fait, qui n'imaginent pas pouvoir aller bien. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans le changement. Bien sûr. Et enfin, tu le sais comme moi, hein, il y a deux grands leviers qui nous amènent à agir, à passer à l'action, c'est le bâton ou la carotte. C'est-à-dire que j'attends vraiment d'être dans une situation inextricable pour avoir l'énergie nécessaire pour m'en sortir, ou alors je suis capable justement de définir un objectif qui soit meilleur pour moi, une meilleure santé, des meilleures finances, une meilleure silhouette, me sentir mieux en moi, être plus dynamique, avoir plus d'énergie, bref, et tendre vers cet objectif. Si je n'ai pas l'un ou l'autre, qui vont générer dans mon cerveau un état de tension, c'est cet état de tension que je vais avoir besoin, soit d'aller chercher parce que c'est un bénéfice, donc une récompense encore plus grande pour moi, mais qui est incertaine parce qu'elle est demain, elle est différée, soit au contraire, être en capacité de rompre un état de tension, de stress. Je viens de voir une échographie de mes poumons, là je me dis ça rigole plus, ça crée un assez haut niveau de stress pour que je me mette à agir. Tant que j'atteins pas ce haut niveau de tension interne, je n'agirai pas.
Donc il y a deux moyens de les faire monter, c'est soit le risque, soit le bénéfice. Mais de pouvoir les identifier, les mettre à jour et les rendre tangibles et visibles. Et pas Ouais, forcément parce que les autres vont nous dire, parce que on minimise toujours ce que les autres vont nous dire. Moi, c'est un truc tout bête, mais j'ai des super bonnes dents, mais j'ai pas des très bonnes gencives. Et ça fait plusieurs années que la dentiste me dit, ça serait bien que vous preniez aussi une petite brosse dentaire pour nettoyer vraiment bien entre vos dents. Oui, 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 comme tout le monde fait, comme on fait tous en fait sur quelque chose. Et la dernière fois que j'y suis allé, elle m'a pris une radiographie de l'os de mes dents et commence à se faire grignoter. Parle du coup le tartre qui arrive à remonter entre la gencive et la dent. Elle me dit, voyez, ça serait dommage d'avoir des bonnes dents comme vous et en fait qu'elles tombent à l'âge de 75 ans. Ça m'a foutu les jetons de le voir. Et depuis, je me brossette à tous les brossages de dents. Parce ben que j'ai eu le voilà. déclic, j'ai eu le niveau d'important qui est monté et je me suis dit, mince, je veux garder mes dents le plus longtemps possible. J'ai pas envie d'avoir un dentier à 70 ans ou à 75 ans. Donc, Mhm. je vais mettre en place l'effort nécessaire, la nouvelle habitude de passer la brossette. Mais il a fallu ce déclic. Sinon, j'ai autre chose à foutre que ça, quoi. Parce que c'est une perte de temps de passer cette brossette, même si c'est qu'une minute. C'est quand même une perte de temps. C'est Oui, un mais on effort. pense, c'est un effort, c'est ça, hein, c'est le goût de ce fameux effort et cette discipline, je crois aussi, il y a une discipline, c'est tous les jours qu'il faut faire ces choses-là. C'est ça. Donc, la discipline, et ce qui est fou, c'est même de l'autodiscipline. C'est que l'autodiscipline, on ne peut pas la renforcer si on n'en a pas. Donc, c'est un petit peu l'écueil de la discipline. C'est que quelqu'un qui manque de discipline, en général, encore une fois, c'est une stratégie pour aller chercher une récompense. Pourquoi je ne mets pas en place de la discipline? Parce que la discipline, peut-être in fine, me prive d'un sentiment de liberté. Donc, pour garder ma liberté, je suis indiscipliné. C'est pas plus compliqué que ça. Donc forcément que si je mets de la discipline, va falloir que je travaille le fait que c'est pas parce que je suis discipliné que je me prive de liberté. Bien au contraire, le cadre que je vais peut-être mettre en place va élargir ma liberté. Parce que si j'ai le choix à 75 ans de garder mes dents, d'avoir un dentier, j'ai plus de liberté que si je suis obligé d'avoir un dentier. Oui, in Donc fine, bien sûr. c'est ça, il faut faire naître en fait cette idée demain de comment je peux avoir du et à la place du ou. Comme en PNL, hein, travailler le et à la place du ou, ceinture plus bretelle, euh, et tout ça, ça peut pas venir en une fois. Donc je te rejoins sur le fait qu'à un moment donné, j'ai une personne forcément qui vient me voir parce qu'elle cherche en moi un petit peu quand même une aide, un sauveur, un compagnon, un guide et tout ça. Mais au fond d'elle, la vraie question, c'est qu'es-tu prêt à faire pour obtenir ce que tu dis que tu veux? Es-tu prêt à faire l'effort nécessaire, ce fameux prix à payer? Quel effort es-tu prêt à faire pour avancer dans la direction de ton objectif? Il faut vraiment qu'elle se questionne et qu'elle y réponde. Et après, ça, c'est que des mots, c'est que des promesses qu'on peut se faire à soi ou à son coach ou à son thérapeute. Où est-ce que ça va se matérialiser et devenir tangible? C'est sa manière à investir de nouveaux comportements, c'est-à-dire à agir par rapport aux préconisations de son thérapeute ou de son accompagnant. Si elle doit remplir un carnet et qu'elle ne le fait pas, elle aura beau raconter qu'elle veut s'investir et qu'elle est prête à faire tout pour y arriver, ben en fait non. Dans les faits, non, tu fais rien. Et la mettre face à ça, c'est-à-dire pas lui tirer l'oreille, elle a plus l'âge de ça, pas la faire culpabiliser, ça fonctionnera pas. Juste lui dire, ben, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Montre-moi les actions réalisées cette semaine. Ah, je vois aucune action réalisée. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'avec cette inaction, tu vas atteindre ton but? Est-ce que c'est trop difficile pour toi? Est-ce que c'est trop? Quelle serait la plus petite marche possible? Est-ce qu'il ne faut pas encore couper une tranche de saucisson plus petite dans l'atteinte de l'objectif? Bref, comment ajuster après la stratégie de mise en mouvement? Mais toujours de jouer sur ces deux choses et de garder à l'esprit que le cerveau humain est partisan du moindre effort. Et on le voit même nous dans nos stratégies, on part un peu, on voit en ce moment, hein, euh, moi j'habite à Annecy, tout le monde court autour du lac même s'il fait froid, dans 2 mois et demi tu vois plus personne. Bien sûr. Voilà. Donc là, c'est là on en revient à la discipline. C'est là on en revient aussi souvent en fait nos actions sont trop dimensionnées. C'est-à-dire la personne passe de rien à je me mets à courir 3 fois par semaine. Elle est incapable de tenir ça dans le temps. Donc il y a cette notion quand même de moyen terme, long terme à remettre en place. Donc déjà que le cerveau est partisan du moindre effort, qui veut faire des actions simples, ludiques, avec
des résultats immédiats et que la société surfe là-dessus maintenant. On nous promet des résultats exceptionnels, sans effort. On nous promet tout un tas de choses. En fait, on continue de nourrir la fainéantise du cerveau. Bien sûr. Si Ne serait-ce que l'intelligence artificielle, excuse-moi, mais aujourd'hui, tout est possible avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, t'as plus rien à faire. Tu vas tout faire avec. Oh, bah, c'est facile, c'est génial. Donc, effectivement, je ne vais plus chercher à écrire, je ne vais plus chercher à dessiner, je ne vais plus chercher à faire ces choses-là parce que c'est immédiat, c'est facile. Et on entretient une société là-dedans, hein, Exactement. effectivement. Et c'est bien pour se faciliter la vie au travail et tout ça. Il serait très intéressant de continuer de mettre en place des actions qui nous demandent un certain effort. Moi, tu vois, je suis en train de réfléchir sur remettre en place pour les entreprises des formations sur le goût de l'effort. On perd le goût de l'effort à trop faciliter les choses. Vu qu'on va dans le sens du cerveau et c'est ce qu'il veut acheter, forcément tout le monde achète du résultat fantastique immédiat sans effort. Tout le Bien monde sûr. achètera ça. Mais in fine, encore une fois, si on projette les choses un peu plus loin, eh ben on va devenir désassisté. On va ne plus être capable de faire un effort quand il faudra le faire. On sera incapable de modifier des choses dans nos stratégies. On sera incapable de changer nos habitudes. On sera incapable de mettre en place l'action nécessaire chaque jour pour aller vers un objectif, pour changer sa vie, pour changer ses résultats. Donc on va devenir en fait lobotomisé un peu et ça va Bien être sûr. quand même assez compliqué, justement, de revenir, comme un terme, je sais que tu aimes bien, capitaine ou maître de sa vie, quoi. Bien sûr, mais on le voit d'ailleurs dans la dégénérescence, entre guillemets, c'est un sujet qui me passionne et sur lequel je vais travailler sur la population vieillissante et sur Alzheimer et d'autres dégénérescences. Hein. Là, en imaginologie, on travaille avec des neurologues et effectivement, si on n'habitue pas notre cerveau à cet effort, à travailler et à obtenir des résultats parce qu'on a travaillé, à prendre des habitudes saines, à mon sens. Effectivement, on va avoir cette dégénérescence naturelle, c'est-à-dire que je ne vais plus rien faire, je vais me laisser aller, comme peuvent le faire certaines personnes âgées, avec des assistantes qui vont faire leur cuisine, qui vont faire leur truc, etc. Et ils vont plus faire de marché, ils vont plus rien faire, et du coup, ils se laissent mourir véritablement. Ouais. Et tout ça, c'est quand même enrobé et bien vendu au cerveau de limiter l'effort. Bien sûr. On ne lit plus, par exemple, tu as aujourd'hui, moi je vois sur des TikTok, sur des gens comme ça, des gens qui te résument un livre en 2 minutes. Ouais. Bah, tu dis, oh, bah, c'est bon, je l'ai lu. Et après, tu peux, dans un dîner mondain, dire, ah oui, ce livre-là, oui, je connais, bah oui, t'en parles parce que t'as entendu un TikTok ou un Instagram, qui te vend le truc et on le fait pour toi. C'est ahurissant. Tout à fait. Donc, ouais. Eh ben, écoute, moi, je suis ravi de cette discussion, Seb, parce que ça a amené, je pense, aux auditeurs de la chaîne, ben, des pistes, en tout cas, des petits tips sur le fait de se booster un petit peu, alors sans s'auto-flageller, hein, t'as bien expliqué que c'était naturel, que c'était normal, mais qu'il y a peut-être quelque chose à faire, en tout cas, et d'avoir cette notion de récompense, effectivement, récompense immédiate, et de travailler avec ce petit tips-là pour obtenir finalement une amélioration dans notre vie. Ça me semble intéressant. Exactement. Et je te remercie beaucoup. Tu veux ajouter quelque chose, Seb, pour conclure ce petit entretien? Oui, bah si on, un peu comme une synthèse, c'est-à-dire la bonne nouvelle, c'est que nous fonctionnons tous comme ça. Quand je dis nous fonctionnons, tous les cerveaux, féminins ou masculins, ont ce processus de fonctionnement. Donc, c'est vrai qu'il faut enlever la culpabilité. Et que tout ce qui est souvent très bon pour moi maintenant est très mauvais pour moi plus tard. Voilà. Parfait. J'adore cette synthèse. Bon, en tout cas, Sébastien Gruas, si vous voulez en savoir plus sur les habitudes. Et puis, je retiens aussi ce neuromarketing, parce que moi, je vais être présent. Tu fais une formation la semaine prochaine, hein, c'est ça? Non, c'est cette semaine, c'est vendredi. Et bien, vendredi, on passe une journée ensemble et j'en suis ravi. Voilà, super. Merci beaucoup, Seb. Merci, Lou.